Bonsoir ou rebonsoir à tous. Ça va, vous tenez le coup après une journée de conférence? Écoutez, restez concentrés parce qu'on va parler du placement préféré des Français, à savoir l'assurance vie. Et pour en parler, on a invité un expert, Emmanuel de la Jonquière, directeur métier épargne et retraite individuelle de AXA France. Bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume. On va parler de ce placement préféré des Français. On aimerait bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est l'assurance vie. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. L'assurance vie, tout le monde en a entendu parler, mais l'assurance vie souffre de quelques idées reçues. Alors peut-être pour commencer, je vais en citer quelques-unes pour battre tout de suite la mesure. Donc non, l'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès. C'est mieux en le disant. Non, l'assurance vie, ce n'est pas bloqué pendant 8 ans. Non, l'assurance vie, ce n'est pas un produit qui est réservé uniquement aux personnes qui sont très fortunées. Parce que l'assurance vie, en fait, la réalité, c'est que c'est le placement préféré des Français, tu l'as très bien dit. C'est un placement qui, aujourd'hui, regroupe à peu près 2000 milliards d'encours, là où le patrimoine financier des Français se situe à 6000 milliards. Donc ça fait un bon tiers. L'assurance vie, là-dedans, il faut considérer que dans l'épargne financière, vous avez 3 types d'épargne. Vous avez l'épargne de précaution, ça c'est tous les livrets réglementés. Ça fait un bon tiers de l'épargne financière des Français. Vous avez l'épargne financière. L'épargne financière, c'est quand vous investissez sur des comptes titres, quand vous détenez des actions de votre entreprise, c'est considéré comme de l'épargne financière. Et puis vous avez l'épargne long terme, diversifiée, et c'est dans ce registre-là qu'intervient l'assurance vie. Donc l'assurance vie, le placement préféré des Français. L'assurance vie, c'est aujourd'hui 4 ménages sur 10 qui en détiennent, et c'est du coup 2000 milliards sur 6000 dans l'épargne globale des Français. Donc on le présente comme étant le placement préféré du fait des encours. C'est la plus grosse enveloppe fiscale. Mais finalement, c'est quoi qui en fait son intérêt? Pourquoi il y a autant de succès? Pourquoi il y a autant de personnes qui ont d'encours en assurance vie? Alors, l'assurance vie, on dit souvent que c'est le couteau suisse de la gestion patrimoniale. Et il y a une raison à ça. L'assurance vie, ça a un certain nombre de facettes. L'assurance vie, d'abord, c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie pour 300 ou 400 euros de prime sur le contrat. Vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie avec juste 40 euros de versement régulier mensuel. Donc, c'est assez accessible. L'assurance vie, c'est aussi disponible à tout moment. Ce n'est pas uniquement à l'issue des 8 ans que vous allez pouvoir récupérer votre argent. Il y a une obligation réglementaire des assureurs à ce que votre argent, vous puissiez l'avoir sous un délai de 1 mois maximum. Alors c'est 1 mois en cas de décès, 2 mois en cas de vie, mais du coup en pratique, les assureurs font tout pour que vous ayez votre argent sous un délai de 1 mois, et c'est même souvent, en tout cas c'est le cas chez AXA, vous avez des facilités pour avoir des paiements de façon instantanée quand les supports sur lesquels vous avez investi sont liquides. L'assurance vie, c'est diversifié. L'assurance vie, c'est diversifié parce que vous avez le fonds euro, le fonds recroissance, les unités de compte, vous avez les actions, les obligations, enfin, vous avez une palette d'investissement qui est extrêmement large. Alors, juste pour faire le lien avec ce qui a été dit juste avant, il y avait une table ronde sur les tokens. L'assurance vie, en revanche, ne permet pas d'investir sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Et le régulateur, en tout cas, n'a pas complètement ouvert la porte à ça. Donc, pas de Bitcoin dans l'assurance vie, mais tous les autres supports qu'on peut avoir en termes de diversification. L'assurance vie, c'est sécurisé. Sécurisé parce que vous confiez l'argent à un assureur. Lui, cet assureur, il va immobiliser du capital de sorte qu'à tout moment, vous pouvez avoir accès à votre argent et il va vous donner des garanties. Il va vous donner, notamment sur le fonds euro, une liquidité, une garantie et un rendement attractif. Et puis bien sûr, l'assurance vie, on ne peut pas parler de fiscalité. Fiscalité en cas de vie, donc quand vous faites des rachats, quand vous gardez l'assurance vie en tant que détenteur, en tant que souscripteur. Et puis, l'assurance vie, c'est évidemment un outil de transmission formidable, mais on aura l'occasion d'y revenir. On va y revenir effectivement, parce qu'il y a quand même un sujet sur lequel j'aimerais t'entendre, mais tu l'as parlé juste avant, c'est ces fameux 8 ans. Il y a une croyance, il y a une idée reçue que l'assurance vie est bloquée 8 ans. Alors que ce chiffre de 8 ans, c'est une fiscalité qui va être un peu plus attrayante. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Exactement. En fait,
Avant 8 ans, ce qui se passe, c'est que c'est la fiscalité de droit commun qui s'applique. Donc ça veut dire que quand vous faites des rachats, eh bien, vous avez la fiscalité de la flat tax sur les revenus du capital qui s'applique. La flat tax, aujourd'hui, elle est à 30%, au moins jusqu'à la fin de l'année, et on verra pour ce qui est de la suite. Après les 8 ans, la fiscalité, elle est allégée. C'est-à-dire que vous payez les prélèvements sociaux sur les plus-values de vos rachats. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Et ensuite, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, eh bien, vous avez d'abord un abattement, c'est-à-dire que les plus-values jusqu'à hauteur de 4 600 pour une personne seule ou 9 200 € pour un foyer, eh bien, elles ne font pas l'objet d'un impôt sur le revenu. Et au-delà de ces montants-là, eh bien, vous êtes taxé à 7,5%. Donc ça reste toujours plus attractif que la flat tax. Et ça, dans ce qu'on peut entendre, en tout cas, c'est pas près de changer à court terme. Maintenant, j'insiste, ce ne sont que les plus-values qui sont taxées. Ce n'est pas l'ensemble. C'est évident, mais là encore, c'est mieux en le disant. Il y a quand même un point à souligner, c'est que l'assurance vie, c'est étanche fiscalement tant qu'on ne fait pas de mouvement en dehors du contrat. Tant qu'on ne fait pas de rachat, il n'y a pas de fiscalité. Ça veut dire que vous pouvez faire des arbitrages à l'intérieur de votre fonds, et ça c'est assez unique parce qu'on ne le retrouve pas par exemple sur des comptes titres. Vous faites des arbitrages, vous gérez votre argent à l'intérieur du fonds et vous n'avez pas la fiscalité qui s'applique. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, si vous ne la payez pas tout de suite, en cas de réalisation de plus-value, eh ben, ça décale la date à laquelle vous devrez payer la fiscalité. Donc entre-temps, vous faites les intérêts sur la fiscalité que vous n'avez pas encore payée. Et du coup, une fois qu'on a dit que l'enveloppe était fiscalement étanche, eh bien, pour optimiser ça et avoir une perspective de rendement encore plus attractive, eh bien, vous n'avez pas intérêt forcément à faire des rachats quoi qu'il arrive. Il y a d'autres façons de récupérer des liquidités. Vous pouvez faire une avance sur votre contrat. Vous demandez à votre assureur qui vous prête de l'argent, forcément moins que ce que vous avez sur votre contrat d'assurance vie, mais ça vous permet de ne pas réaliser des plus-values. Et donc, vous laissez, là encore, la fiscalité s'éloigner dans le temps. Deuxième façon de jouer cette étanchéité fiscale, c'est le nantissement du contrat quand vous faites un prêt immobilier. Vous pouvez, si vous avez un contrat d'assurance vie sur lequel vous avez des sommes conséquentes et que vous avez besoin de faire un crédit immobilier, eh bien vous nantissez le prêt et du coup, eh bien, ça vous permet d'avoir une certaine garantie pour le crédit immobilier sans avoir à ponctionner le contrat d'assurance vie. Il y a une autre idée reçue qui persiste pour le néophyte ou le débutant qui se pose ces questions, qui souhaiterait investir en assurance vie. C'est le sujet de l'univers d'investissement. On fait parfois très rapidement le raccourci entre assurance vie, fonds en euros. Sauf que l'assurance vie, c'est plus que ça. En tout cas, des contrats multi-supports, parce qu'il existe des contrats mono-supports. Mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'univers d'investissement auquel on peut prétendre dans une assurance vie ? Oui, alors avant de parler de l'univers d'investissement, si tu me permets, Guillaume, je vais faire un petit rappel sur la définition du profil du risque, le niveau de diversification. Alors pour définir, enfin la phase initiale quand on souscrit un contrat d'assurance vie, c'est de définir l'horizon d'investissement. Un des écueils des épargnants, c'est toujours de sous-estimer la durée sur laquelle ils vont investir. Nous, quand on demande à nos clients combien de temps ils vont rester sur leur contrat d'assurance vie, ils nous disent en moyenne un peu plus de 10 ans. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que c'est plus de 20 ans. Donc, attention, ne sous-estimez pas la durée d'investissement, parce que si vous sous-estimez la durée d'investissement, eh bien, vous allez avoir tendance à prendre moins de risques. Et moins de risques, ça veut dire moins de rendement. Deuxième composante, c'est la tolérance au risque. C'est est-ce que vous êtes ou pas averse au risque ? Typiquement, si jamais les marchés font moins 10%, est-ce que vous vendez, est-ce que vous attendez ou est-ce que vous rachetez ? Parce qu'en fait, ça arrive très souvent. Et ça, là-dessus, vous n'avez pas trop de doute. Mais Guillaume, si je te dis 1987, ça te fait penser à quoi ? À la date de naissance de ma sœur. Et sur les marchés financiers ? Sur les marchés financiers, 1987, j'ignore. Et ben, c'est le crash. Le crash, le lundi noir, les moins 20% du lundi noir. 1987, à la fin, l'année, elle termine positive. Donc, ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien, en fait, ils n'ont pas perdu d'argent. 2020, pendant le Covid, la performance, elle passe à moins 35% en cours d'année à fin mars. À la fin de l'année, ça termine à plus 16%.
Si jamais vous avez des velléités de ne pas supporter la baisse, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez à moins 35 et vous voyez tout le monde qui est passé à plus 16. Donc, point de vigilance, c'est une fois que vous avez défini votre horizon d'investissement, eh bien, il faut que vous vous y teniez et vous restez accroché et ne prenez pas trop de risques si vous n'êtes pas capable de le supporter. Dites-vous que sur les 42 dernières années, il y a 32 années où la performance des marchés financiers a été de moins 10 avant d'avoir une performance positive. Donc c'est normal que les marchés y baissent en cours d'année et donc soyez prêts à ça. Une fois qu'on a défini ce niveau de risque, eh bien, en fait, on a un certain nombre de supports éligibles dans le contrat d'assurance vie. On a typiquement le fonds euro. Le fonds euro, c'est le fonds qui est garanti à tout moment, qui est liquide, qui apporte du rendement. Donc ça, c'est ce que tout le monde connaît de l'assurance vie. Et puis, on a les unités de compte. Les unités de compte, c'est les actifs risqués. Ça, c'était déjà une première évolution. C'est, je dirais, je ne saurais pas dater d'ailleurs, c'est le contrat Fourgous, où on a pu passer à du multi-support. Mais il se trouve que depuis, en fait, on a un certain nombre de supports qui sont dorénavant disponibles. Il y a le fonds Eurocroissance. Le fonds Eurocroissance, c'est un fonds euro, mais qui est un petit peu optimisé, qui a plus de rendement. La garantie, elle n'est plus à tout moment, parce que finalement, si vous investissez à 10 ans ou à 20 ans, ce n'est pas utile d'avoir une garantie à tout moment. Donc, vous avez une garantie à échéance, et en contrepartie de quoi? Vous avez un potentiel de rendement supérieur. Et puis sur les unités de compte, ce qu'on a depuis, je dirais, 2019, c'est une démocratisation de tous les actifs qui jusque-là étaient éligibles uniquement aux investisseurs institutionnels. Et donc là, on va retrouver le private equity, le capital investissement, les infrastructures, la dette privée. Et ça, tout ça se fait conjointement avec les UC en actions, les UC obligataires et bien sûr les produits structurés qui ont un engouement massif ces derniers mois, ces dernières années. Au-delà des supports d'investissement qui sont disponibles et que tu viens d'expliquer, il y a, pour ceux qui ont participé aussi aujourd'hui à d'autres conférences, on a beaucoup parlé du contexte géopolitique, on a beaucoup parlé de la souveraineté de la France, de l'Europe, et aussi beaucoup d'investir avec du sens. Donc dans cette démarche-là, est-ce que investir en assurance vie, ça permet de répondre à ces enjeux-là? Bien sûr, votre argent, il a un impact. Donc ça, c'est évident que par le biais de l'assurance vie, 2000 milliards investis, eh bien, ça permet d'investir sur les thématiques du moment. Et donc, en particulier, les thématiques du moment, c'est quoi? C'est, du moment, plutôt les thématiques long terme, pardon, mais qui sont vraiment d'actualité. Il y a la transition écologique, il y a l'économie réelle. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 200 milliards par an qu'il faudrait investir sur la transition sociale et climatique, la souveraineté économique et l'économie réelle. C'est juste massif. Mais il y a 2000 milliards d'encours justement à aller investir. Autre enjeu, alors là pour le coup c'est plus, je ne vais pas dire conjoncturel, mais plus récent, c'est tout ce qui a trait à l'autonomie stratégique. Donc l'autonomie stratégique, c'est les enjeux de défense, c'est les enjeux de souveraineté numérique. Et là, les besoins, c'est 1500 milliards. C'est juste énorme. Votre argent, il peut avoir de l'impact, mais pour peu que vous alliez choisir les investissements qui vont orienter les flux, qui vont financer ces thématiques. Et l'assurance vie, justement, le permet. À t'entendre, on comprend qu'il y a un univers d'investissement large, je peux définir mon profil de risque, à cette étape-là, je peux être convaincu d'investir en assurance vie, ou en tout cas d'en ouvrir une, mais si demain je ne veux pas nécessairement m'occuper de tout ça, regarder ça en détail, quelles sont les solutions en fait pour suivre cette performance et investir concrètement? Alors, tu as 3 façons de le faire. Tu as la façon clé en main. Façon clé en main, 2 options. La première, c'est ce qu'on appelle les conventions, gestion par convention. C'est des portefeuilles modèles de fonds qui sont définis par l'assureur et qui vont se rebalancer de façon automatique tous les trimestres ou tous les ans. Et là, les unités de compte qui sont choisies et la proportion de fonds euros, elle est figée. Deuxième option, c'est ce qu'on appelle la gestion pilotée, la gestion sous mandat. Ça, vous le voyez de plus en plus émerger. Et là, vous confiez à
un gérant, un professionnel, exactement, le soin d'aller diversifier votre épargne et de réallouer dans le temps, selon l'environnement macroéconomique, sur des actions, sur de l'obligataire, sur des actifs réels ou sur tout autre type de support. C'est une solution clé en main qui, pour le coup, permet de laisser son épargne confiée à quelqu'un et ne plus s'en occuper. Puis après, il y a pour ceux qui sont très aguerris, la gestion personnelle. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous avez à choisir dans le contrat d'assurance vie quels sont les supports qui vous conviennent bien et vous faites vous-même votre allocation, vous faites vous-même vos arbitrages. Mais attention, ça ne s'adresse pas à tout le monde parce que souvent, sinon, les erreurs du débutant, de l'investisseur débutant peuvent se matérialiser quand vous êtes en gestion libre. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande, en tout cas pour des novices, clairement pas. Tu présentais l'assurance vie au préalable comme un couteau suisse de l'investissement. Tu nous as présenté quelques lames. J'ai envie de dire, il y en a une autre, c'est la transmission. L'assurance vie permet aussi d'optimiser la transmission parce qu'il y a des règles particulières. Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, en fait, la transmission, c'est probablement une des facettes les plus connues de l'assurance vie. Et c'est vrai que le levier, il est extrêmement puissant. La transmission, c'est par le biais des clauses bénéficiaires. En fait, il faut savoir que quand vous faites une clause bénéficiaire, vous pouvez donner une partie de votre patrimoine à des bénéficiaires de façon assez libre. Vous n'avez pas besoin de passer devant un notaire. Vous pouvez le changer quand vous voulez. Et l'intérêt du contrat d'assurance vie, c'est que quand il se dénoue, je l'ai dit tout à l'heure, le délai dans lequel vous avez les capitaux, c'est 1 mois en cas de décès. C'est clairement pas le cas quand vous avez le même montant qui passe par une succession, qui passe par un notaire. Vous n'aurez pas les capitaux sous le même délai. Et donc cette transmission, en fait, elle a une vertu, c'est qu'en plus, elle est attractive fiscalement. Elle est attractive fiscalement puisque vous avez un abattement, c'est-à-dire que pour toutes les sommes transmises par bénéficiaire, ils ne sont pas fiscalisés jusqu'à 152 500 €. Et alors là où c'est très puissant, c'est que si vous avez des patrimoines élevés, eh bien, il faut savoir que c'est un pot différent par rapport à votre succession. C'est-à-dire que si vous transmettez, disons, une résidence principale pour 152 000 €, eh bien, vous repartez à zéro sur ce que vous avez sur l'assurance vie. Et donc, ça vous évite de toucher les taux maximum, les taux marginaux maximum, si vous coupliez les deux dans un même pot. Voilà. Alors, ça, c'est la fiscalité en cas de décès. Ensuite, elle s'applique l'abattement avant 70 ans. Pour les sommes qui sont versées après, l'avantage, il est un peu réduit, puisqu'en fait, les versements après 70 ans, ils ne font l'objet d'un abattement que de 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Donc c'est quand même moins intéressant. Toutefois, ça présente malgré tout un intérêt, puisque les plus-values ne seront pas fiscalisées dans le cadre de la fiscalité en cas de décès. Il y a quand même un point à souligner, c'est que je l'ai dit, la clause bénéficiaire, elle permet beaucoup de choses. Elle permet d'être très souple et elle permet de faire du démembrement. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait donner à votre conjoint l'usufruit de ce que vous avez mis sur votre contrat d'assurance vie et donner la nue propriété à vos enfants ou à d'autres personnes. Vous pouvez démembrer la clause bénéficiaire. Et là, du coup, c'est très puissant parce que vous démembrez, vous avez l'abattement des 152 500 €, et là, on voit bien qu'on a matière à avoir une fiscalité assez allégée. On t'a entendu parler de sécurité quand on parle de l'assurance vie. Et comment on met ça en œuvre, cette sécurité, dans le cadre d'une épargne diversifiée en assurance vie ? Alors, la sécurisation, disons qu'on peut le faire de plusieurs façons. Déjà, la première façon de le faire, c'est la diversification. La diversification, c'était Markowitz qui disait « Diversification is the only free lunch in investing ». Ça ne vous coûte rien de diversifier, ça ne peut que vous apporter du rendement supplémentaire à niveau de risque inchangé. Deuxième façon de sécuriser son épargne, c'est investissez de façon progressive. Quand vous investissez de façon progressive, eh ben, ça vous évite de rentrer sur un point haut de marché, ça vous évite de vous dire est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Parce que si vous vous demandez si c'est le bon moment pour investir, en fait, vous laissez le temps passer et vous avez des chances de laisser en fait, de la performance devant vous. Troisième façon de sécuriser son épargne, c'est
Alors là, plutôt à destination de ces bénéficiaires, c'est la garantie plancher. La garantie plancher, c'est quoi? C'est une garantie où, pour les sommes que tu mets sur l'assurance vie, eh bien, en fait, elles vont être garanties pour tes bénéficiaires. Garanties au niveau de la prime que tu as versée. Donc, tu verses 1 000 € sur un contrat, tes bénéficiaires, ils auront au moins 1 000 €. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est prendre du risque dans ce cas-là, puisque si c'est dans une logique de transmission, eh ben, avec la garantie plancher, tu vas pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, un montant garanti pour tes bénéficiaires et un potentiel de rendement significatif. Tout en jouant la performance et d'aller chercher un peu de performance. Exactement. Merci beaucoup. Là, on t'entend parler de l'assurance vie. Je pense qu'on a compris les contours. Maintenant, si tu avais un ultime conseil à donner, ce serait lequel? Alors, on a un peu balayé les différentes facettes de l'assurance vie. Mais si je devais vous donner quelques conseils. Le premier, c'est il est déjà trop tard. Enfin, le meilleur jour pour investir, c'était hier. Donc, ouvrez une assurance vie dès que vous le pouvez. Deuxième conseil, c'est quand vous ouvrez une assurance vie, eh ben, vérifiez chez qui vous placez votre assurance vie. La solidité financière derrière l'acteur qui gère votre assurance vie, ça a de la valeur. Troisième conseil, c'est regarder l'offre. Ce qu'il y a à l'intérieur des contrats, tous les contrats ne se valent pas. Ils n'ont pas tous les mêmes supports d'investissement, les mêmes clauses, les mêmes options, les mêmes garanties planchers. La garantie plancher que je vous ai évoquée tout à l'heure, typiquement chez AXA, elle est dans les contrats, dans tous les contrats, jusqu'à 80 ans, elle est même dans certains cas viagère. C'est optionnel payant chez beaucoup de nos concurrents. Donc regardez bien tous les détails. Et du coup, le quatrième conseil que je vous donne, c'est bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que tout seul, soit vous êtes expert, soit vous risquez de ne pas optimiser toute votre assurance vie. Et donc, un conseiller, c'est toujours utile, et ça vous permet d'avoir tout le bénéfice de l'assurance vie. D'ailleurs, j'en profite, mais on a un stand AXA avec un agent qui s'appelle Xavier, qui pourra répondre à vos questions, et c'est à l'entrée de l'accueil. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez des questions. Merci. Et tout au long de la journée, et je finirai là-dessus, j'ai rencontré des investisseurs qui prennent conscience de l'importance de l'éducation financière, qui prennent conscience de l'éducation financière pour eux, mais aussi pour leurs enfants. L'assurance vie pour les enfants, c'est possible? Alors bien sûr, tu as raison, l'assurance vie pour les enfants, c'est possible. Les mineurs peuvent souscrire et, comme je disais, le plus tôt, le mieux. Merci beaucoup Emmanuel. Il nous reste quelques minutes, donc on peut prendre quelques questions dans la salle s'il y a un micro à faire passer, Léonie, ou pas, ou à l'oral, parce que... Et après, je vous en apporte un autre. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils. Et puis, ma question en tant qu'avec AXA, qui est un des leaders sur tout ce qui est assurance vie, sur les 2137 milliards d'actifs en assurance vie, est-ce que vous pouvez me dire par le passé, grosso modo, des chiffres sur ce qui va à la succession et ce qui va, en fin de compte, à ce que les gens vont toucher avant décès? Et dans ce cas-là, pourquoi très peu de personnes prennent la rente? Vous êtes quand même un acteur majeur sur ce sujet. Voilà, merci. Alors, là, derrière, la question, c'est les objectifs d'investissement de l'assurance vie. Tout le monde n'investit pas pour la transmission. Ce qui est certain, c'est que si vous faites un projet et que derrière, vous allez chercher les liquidités, ça j'en profite en passant, ne faites pas un rachat total. Faites un rachat partiel et laissez toujours un peu d'argent, puisque vous gardez l'ancienneté fiscale. Mais en termes de proportion, ce qui est certain, c'est que si vous donnez le choix à un épargnant entre le capital et la rente, dans 90% des cas, il choisira d'avoir le capital et non pas la rente. Parce que c'est un biais de comportement de l'épargnant français. Il n'y a pas d'explication autre que vous redonner la liberté en ayant le capital. Ce n'est pas forcément un bon conseil, parce que derrière, en fait, la rente, nous, on croit beaucoup à la vertu de la rente, notamment pour ce qui est de la retraite. Et d'ailleurs, on l'avait dans un certain nombre de dispositifs. Mais toujours est-il que le capital est plus valorisé par l'épargnant quand il a le choix. Est-ce qu'il y a une autre question?
Et ça sera probablement la dernière question. Oui, monsieur. Tout d'abord, merci pour votre présentation très claire. Est-ce que vous pouvez venir un peu plus dans le détail sur la transmission et le démembrement, s'il vous plaît? Alors, en fait, le démembrement, c'est quand vous souscrivez, vous renseignez une clause bénéficiaire. Donc, à qui va profiter les capitaux en cas de décès? Cette clause bénéficiaire, il faut que vous écriviez de façon très précise. Et donc, c'est là où il faut se faire aider parce qu'il y a toujours le risque que ce soit requalifié juridiquement et surtout fiscalement pour dire que vous donnez à un tel la nue propriété et à telle autre personne l'usufruit. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ça ne se joue que dans la clause bénéficiaire que vous allez rédiger. Maintenant, vraiment j'insiste, c'est du juridique, donc il faut que la clause bénéficiaire telle qu'elle soit rédigée, eh bien, elle soit vraiment béton, parce que sinon, vous pouvez être requalifié ou... je vais vous donner un exemple. Sur une clause bénéficiaire mal rédigée, c'est par exemple, je transmets les capitaux à mon épouse. Bon, il se trouve que manque de peau, elle décède avant moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ensemble du contrat repasse dans la succession. C'est ce genre de choses qui arrivent très concrètement. Donc c'est pour ça que faites très attention à votre clause bénéficiaire. Et beaucoup, ça mérite un conseil assez vigilant. Et ça mérite de se faire accompagner parce que les sommes en jeu sont bien plus fortes que l'optimisation qu'il peut y avoir dans certains cas. Un grand merci, Emmanuel, de nous avoir éclairé sur ces sujets. On arrive au bout. Merci à tous. Merci Guillaume. Merci à tous.